Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. C'est la troisième fois en 5 ans que les Lesothans sont appelés à renouveler leur parlement. La tenue de ces élections législatives anticipées dans cette monarchie de 2 millions d'habitants se fera ce samedi 3 juin. Polémique au Niger au sujet de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la Constitution ce 30 mai. Une modification qui concerne notamment le délai de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle qui passera à 120 jours de la fin du mandat du chef de l'État. Et puis, focus en fin d'édition sur le salon Boucle d'Ébène. L'événement désormais considéré comme le temple de la beauté noire en France tenait sa 6e édition ces 27 et 28 mai 2017 à Paris. Les élections nationales au Lesotho débutent ce 3 juin. L'ancien président mozambicain Joaquim Chissano est chargé de piloter la mission d'observation de l'Union africaine. Il a rencontré le roi du Lesotho, Letsi III, qui se dit confiant quant à la tenue du scrutin dans un pays qui a connu des troubles politiques par le passé. Marcel Farba-Maroun. Le Lesotho se prépare à vivre des élections législatives le 3 juin 2017. Dans cette perspective, l'ancien président zambien Rupia Banda, chargé de diriger la mission d'observation de l'EISA, l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, est arrivé à Maseru. À ses côtés, l'ancien chef d'État mozambicain Joaquim Chissano, celui qui fut également ancien président de l'Union africaine de 2003 à 2004, est chargé de piloter la mission d'observation de l'instance panafricaine dans ce pays d'Afrique australe. Je leur ai déjà dit. Pour moi, on ne se bat pas durant une élection, mais on se rend disponible pour le peuple qui choisit qui il pense être le meilleur. On peut tous être bons, mais le peuple a aussi son mot à dire. Doté d'un parlement bicaméral, le Lesotho dispose d'une monarchie constitutionnelle, avec à sa tête un roi dont le rôle est essentiellement protocolaire. Et avant d'entrer de plein pied dans sa mission, Joaquim Chissano a justement rencontré l'actuel roi du Lesotho, Letsi III. Il espère que le scrutin sera pacifique. Il fait confiance aux accords trouvés auparavant dans le but de pousser tout un chacun à respecter les résultats qui découleront de ces élections. Il espère également qu'au sortir de ces élections, quels qu'en soient les résultats, les nouveaux dirigeants poursuivront les réformes qui ont été entamées. Tout cela prouve, selon moi, qu'il est optimiste. Ces élections interviennent après le vote de défiance du Parlement contre le chef du gouvernement, Pakalita Mosisili, début mars 2017. Ce dernier avait alors demandé au roi de dissoudre la représentation nationale et d'organiser un scrutin sous 3 mois, conformément à la constitution du Lesotho. Enclavé au cœur de l'Afrique du Sud, le Lesotho traverse une profonde crise politique depuis le coup d'État manqué de juin 2014, qui avait débouché sur des élections en février 2015. Adoption au Niger d'un projet de loi portant révision de la Constitution sous fond de polémique. En l'absence des députés de l'opposition qui ont boycotté la séance, ceux de la majorité ont approuvé un texte qui permettrait, selon les initiateurs, de fiabiliser le code électoral afin de permettre une bonne organisation des scrutins à venir au Niger. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté mardi 30 mai 2017 à la majorité de ses membres le projet de loi portant modification de la Constitution. Les points ayant fait l'objet de la modification concernent le délai de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Elle se déroulera désormais à 120 jours de la fin du mandat du chef de l'État, contrairement au délai de 40 jours inscrit dans la Constitution de 2010. Les délais ont été rallongés également pour l'organisation des élections législatives. Les délais que nous avons pour organiser nos élections sous l'ancienne Constitution étaient insuffisants. L'ancienne Constitution disposait qu'on ne peut organiser le premier tour de l'élection présidentielle que 40 jours seulement avant la fin du mandat du président de la République. Maintenant, nous prenons 120 jours. Vous voyez, il y a une grande différence. Nous avons ajouté jusqu'à 80 jours de plus. Ça nous permet d'organiser à l'aise notre élection. 139 députés sur les 171 ont voté favorablement, excepté ceux de l'opposition qui ont boycotté la séance. Pour les parlementaires de l'opposition, il s'agit ni plus ni moins qu'un passage en force de la majorité. Il s'agit d'un ensemble d'amalgames qu'ils ont sciemment créé, tant au niveau des articles de la Constitution qu'au niveau de certaines dispositions du Code électoral. Mais au finish, nous avons compris que le but de la manœuvre était, disons, de mettre sous coupe réglée la CENI, pour que la CENI ne soit plus cet organe indépendant, mais, disons,
une sorte d'antichambre du ministère de l'Intérieur. 7 articles sont concernés par cette révision de la Constitution du 25 novembre 2010. Cette révision vient ainsi combler, selon les initiateurs, les lacunes relativement au délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, conformément aux recommandations de la Commission électorale nationale indépendante et les partenaires du Niger en matière électorale. Ces délais très courts sont jugés insuffisants car, selon eux, ne prennent pas suffisamment en compte le temps de réclamation et au recours devant la Cour constitutionnelle. Dans l'actualité également, le président sud-africain, de nouveau au cœur d'un scandale financier, une série d'emails rendus publics révèle que la famille Gupta aurait reçu plus de 400 millions de dollars en pots de vin. 6 millions de dollars ont été versés par la compagnie ferroviaire publique dans le cadre d'un appel d'offres pour l'achat de locomotives. Rappelons qu'en octobre 2016, l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, avait publié un rapport sur les liens controversés entre le président Jacob Zuma et cette riche famille indienne d'hommes d'affaires accusés de peser sur les choix du gouvernement. Plus d'1 an après l'accord de Paris sur le climat, où en sont les pays africains concernant l'objectif de la réduction du réchauffement climatique. Rappelons que l'objectif était de le réduire à 1,5 degré Celsius. En Afrique de l'Ouest, des initiatives y sont prises pour y parvenir. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Plus d'1 an après l'accord de Paris sur le climat, les pays africains se mettent au pas pour la mise en œuvre des recommandations. L'une des plus importantes est la réduction à 1,5 degré Celsius du réchauffement climatique. Pour y parvenir, en Afrique de l'Ouest, des initiatives se prennent, à l'instar du projet régional Impact qui vise à définir les priorités de vulnérabilité en matière d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Nous sommes face à l'irréversibilité de ces changements climatiques. Nous avons un choix. Le choix, donc, c'est soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou alors de nous adapter. Nous sommes en train d'amorcer, d'aller vers la mise en œuvre et amener les pays moins avancés, les petits États insulaires en développement à converger de façon stratégique à aller vers la compatibilité à 1,5 degré Celsius, qui est quelque chose de requis dans l'accord de Paris. Si les actions concrètes ne sont pas engagées pour limiter de façon significative le réchauffement climatique, des experts signalent que l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires à l'horizon 2050. Cela ferait également peser une nouvelle menace sur plus de 60% de travailleurs africains dont la subsistance dépend de l'agriculture. Toute la gouvernance mondiale aujourd'hui est bâtie autour de 2 degrés et nous savons aussi que 2 degrés Celsius constitue une catastrophe pour notre sous-région. Donc nous essayons de montrer au monde entier quel est en fait l'impact réel de l'objectif 1,5 degré sur les secteurs socio-économiques. Le projet Impact s'étend sur la période 2016-2019. Il a entre autres pour objectif l'amélioration de l'accès des pays d'Afrique de l'Ouest au financement climatique international, fixé à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 par l'accord de Paris signé en décembre 2015. Focus sur le salon Boucle d'Ébène. La 6e édition s'est déroulée les 27 et 28 mai à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. L'événement créé par les sœurs guadeloupéennes Aline et Marina Tacite, dont le but est de mettre en valeur la beauté noire, est devenu incontournable. Sujet réalisé par Hortense Assaga, Laura Émir et Nicolas Martin. Le boom de la coiffure afro. L'univers de la coiffure afro connaît un véritable boom. Au salon Boucle d'Ébène à Paris, il y avait foule sur les stands. Pour cet événement dédié à la beauté afro, de nombreuses marques de produits cosmétiques et capillaires sont venues rencontrer leurs utilisatrices et aussi présenter et faire essayer les nouveautés. Les statistiques disent la femme noire surconsommatrice en matière de beauté, elle devient aussi exigeante et les marques l'ont bien compris. On est dans une niche et c'est à nous de maîtriser notre niche. Ce n'est pas à d'autres plus gros de venir effectivement et de s'accaparer un marché qui existe et qui a été renié pendant pas mal d'années. Donc les clientes me font confiance parce qu'elles arrivent à s'identifier. Nous sommes ici pour faire le show. C'est important de savoir que les gens reviennent à leurs cheveux naturels. Actuellement, la tendance dans la coiffure est clairement au naturel. Loxé, natté, twisté, les femmes aux cheveux bouclés, frisés ou crépus aiment changer de style. Le sujet
sujet était abordé dans les ateliers et les conférences très courues. Les plus curieuses, elles, se faisaient diagnostiquer le cheveu. D'autres se rendaient aussi au bar à coiffure entre les mains expertes des professionnels de la chevelure pour bénéficier des dernières techniques. L'idée de ce bar à coiffure derrière moi, donc présenté par Boucle d'Ébène Studio, c'est la branche coiffure de Boucle d'Ébène, c'est de pouvoir proposer aux visiteurs, aux visiteuses, des coiffures flash qui n'excèdent pas 30 minutes de réalisation. Je suis en train de lui faire les flexis et une fois les avoir enlevés, il faut maintenant donner une forme à la coiffure. On peut avoir la même coiffure mais avec des textures de cheveux différents. Résultats différents mais les mêmes boucles. Il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités pour toutes les différentes textures qu'on a. Ça va faire plus de 10 ans maintenant que je suis au naturel et pour rien au monde je referai le défrisage. J'aime mes cheveux et je resterai comme ça tout le temps. J'ai des enfants, jamais de la vie je défriserai les cheveux de mes enfants. Jamais. Ce sera soin sur soin et vive le naturel. Longtemps, tout ce qui concernait les cheveux afro semblait être une affaire d'initiés. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de société et une thématique grand public. Un business très florissant qui se chiffre en millions, que se partagent les marques de produits faits maison et les offres industrielles. La mode du naturel dope aussi les ventes, augmente l'estime de soi des clientes qui ont à présent le sentiment d'être écoutées et respectées. Surtout quand elles choisissent de ne pas dénaturer leurs cheveux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.